Bonjour à vous tous. Je suis très heureux que vous soyez tous là et que vous ayez pu écouter cette première très belle conférence avec Isabelle et Gaël. Nous devions avoir avec nous Edgar ce matin. Vu les circonstances, nous avons pensé qu'il était parfaitement irresponsable de le faire venir de Montpellier, où il réside maintenant. Il a 99 ans, comme vous le savez. Mais, j'ai une belle surprise à partager avec vous quand même. Une très belle surprise. La semaine dernière, je suis allé passer une journée chez lui à Montpellier et je lui ai fait rencontrer, il ne se connaissait pas, Pierre Rabhi, qui était sur cette scène d'ailleurs l'an dernier. On a cassé la croûte tous les trois et puis après, nous nous sommes installés dans un petit salon d'un restaurant de Montpellier. Et on a décidé de dialoguer tous les trois. C'était 14h, un peu moins de 14h, et nous nous sommes quittés à 18h30. 4h30 de dialogue, de débat, tous les trois. Et donc, lorsque ce week-end, j'ai pris la décision de ne pas faire venir Edgar, et ce n'était pas simple, parce que le connaissant, il était parfaitement capable de venir. À ce moment-là, on a décidé de faire un montage. Vous êtes donc les tout premiers à voir ce montage, ces extraits du dialogue que nous avons partagé tous les trois la semaine dernière. Donc vous avez bien Edgar Morin et vous avez en plus Pierre Rabhi. Donc voilà, je ne l'ai pas vu encore, le montage. Et puis je suis très heureux en tout cas de le partager avec vous. Voilà. Donc à tout à l'heure et puis bonne poursuite de cette journée. Merci. D'abord, c'est une grande joie de vous réunir ici à Montpellier, chez toi Edgar, dans ton nouveau lieu de vie, Montpellier. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'est quasiment la première fois que vous vous rencontrez. J'avais organisé une première rencontre à Toulouse il y a 9 mois, juste avant le confinement. Comment se fait-il que vos vies ne se soient pas croisées plus tôt ? Tout d'abord, le confinement a immobilisé, m'a personnellement immobilisé, et sans doute aussi Pierre. Mais je pense que si on ne s'est pas rencontré physiquement, on s'est souvent rencontré psychiquement et intellectuellement. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est cette sorte de convergence profonde qui se trouve entre nos deux vies et nos deux pensées. Pierre ? Oui, je ne sais pas, est-ce que le hasard existe ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, chacun est dans son itinéraire et puis à un certain moment, on se croise sans l'avoir prémédité. C'est comme ça, je crois vraiment que les âmes ont elles-mêmes leur espace d'évolution et puis que les âmes qui s'entendent, qui sont dans les mêmes attentes, etc., à un moment forcément se rencontrent. Que représentez-vous pour l'un et l'autre mutuellement ? Edgar, ce qu'a entrepris Pierre, ce qu'il représente, ce qu'il incarne, qu'est-ce que ça représente à tes yeux et bien sûr vice-versa ? Eh bien, je trouve que dans cette chose si importante qu'est aujourd'hui la régénération du travail de la terre et de l'agriculture, une partie qui s'est entreprise sous l'étiquette bio, je pense que dans ce domaine, Pierre a apporté quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la notion d'agroécologie. Il ne suffit pas de dire bio, on peut faire des champs de tomates à l'infini. L'agroécologie, c'est des domaines qui créent leur propre écosystème, qui créent leur propre relation entre les différents êtres vivants, végétaux, animaux. C'est quelque chose qui permet une polyculture, c'est quelque chose, disons, qui est très important et qui est la véritable rénovation de l'agriculture.
Alors, il y a ça, et il y a une pensée qui est née à partir d'une pratique et d'une expérience qui est la sienne, qui, bien entendu, est une pratique qui va dans le sens de la communauté et de la solidarité, et qui a suscité ce mouvement quel colibri, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui se sont liées sous l'égide de Pierre, avec l'intention chacune d'apporter sa contribution, aussi minime soit-elle, au bien commun. Donc il y a le sens, si vous voulez, profond que cette expérience est liée à un problème beaucoup plus large et plus profond, humain, de solidarité humaine. Pierre, Oui. la trajectoire d'Edgar, tout ce qu'il Oui. a fait, Oui. et quand je prends le mot faire, c'est bien sûr Oui. avec un sens tout particulier depuis 80 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, Edgar fait partie. Moi, je crois vraiment à la sociologie des consciences. Pas seulement à la sociologie humaine, parce qu'on peut être dans une même famille et ne pas s'entendre. Donc il y a quelque chose qui dépasse notre biographie, disons, vivante, pour aller vers cet espace où les consciences se convergent entre elles, parce qu'elles sentent les mêmes résonances et qu'elles sont dans les mêmes aspirations. C'est comme ça que j'ai rencontré Edgar, et quand la première fois que j'ai lu quoi que ce soit de lui, je ne me rappelle plus exactement, ben on se dit, voilà un frère, voilà. Après, il n'y a plus à se dire, je suis né dans le désert, lui il est né ailleurs, etc. C'est pas du tout à ce niveau-là que ça se tient. Je pense vraiment que ce qui sauvera l'humanité, c'est que quand les consciences vont vibrer dans les mêmes attentes, dans les mêmes engagements, parce qu'aujourd'hui, le monde en a vraiment besoin, on en reparlera certainement Bien sûr. dans le détail. Mais moi, aujourd'hui, la formule de Fournier me paraît tout à fait juste. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Alors, on va essayer justement, ensemble, Oui. de déchiffrer un petit peu notre horizon, Oui. à très court terme et bien sûr à plus long terme. Oui, Je reprends un terme que vient d'évoquer Pierre. Edgar, c'est mon frère. Toi qui es si attaché au terme de fraternité aussi, à ce mot de frère, comment réagis-tu quand tu entends Pierre dire de toi que tu es son frère? Mais je n'osais pas dire la même chose par rapport à lui, mais je sens ce sentiment très, très profond, c'est-à-dire que, évidemment, il y a une fraternité que nous devons ressentir a priori pour tout être humain, mais il y a des fraternités particulières de personne à personne, de pensée à pensée, et je pense que nous vivons, bien que nous nous rencontrions très rarement, Oui. mais nous vivons quelque chose de fraternel. Alors depuis notre dernière rencontre, tous les trois, 8 mois se sont écoulés, et 8 mois qui nous ont précipités dans un chaos planétaire, lié bien sûr à la pandémie. Avant que nous entrions ensemble dans une manière de déchiffrer ce monde que nous vivons et le monde à bâtir demain, dites-moi comment personnellement, intellectuellement, mais aussi sur un plan émotionnel, avez-vous traversé ce confinement, cet après-confinement? Comment avez-vous vécu le risque de la maladie, l'obligation d'être dans votre solitude? Comment avez-vous traversé ce moment? Ben, écoute, autant j'étais pendant cette période confiné physiquement, autant je ne me suis jamais autant senti déconfiné psychiquement, car c'est pas seulement que je suivais ce qui concernait cette épidémie, qui nous concernait mes proches, qui concernait mes concitoyens, qui concernait aussi l'humanité tout entière, qui causait une crise générale. Alors, dans cette situation, je voulais m'informer, je lisais beaucoup, je communiquais beaucoup,
je répondais à des demandes par Skype d'interviews, d'entretiens. Et pour moi, donc, c'est une époque où j'étais ouvert sur le monde, ou plutôt le monde pénétrait en moi. C'était le comble du déconfinement psychologique. Et bien entendu, ce fut une époque non pas de repos forcé, mais de travail, je ne dirais pas forcé, mais d'une activité permanente qui m'a du reste beaucoup fatigué, d'autant plus que ça m'a donné l'idée de faire ce livre avec Saba, mon épouse, qui s'appelle Changeons de voix, parce que ça m'a de redonner l'idée qu'il y avait vraiment des leçons profondes à tirer de toute cette crise et qu'il fallait essayer de penser pour un autre avenir. Donc, si vous voulez, le confinement, je dirais même que c'est après le confinement qu'il y a eu une sorte de retombée pour moi et de fatigue. La fatigue m'est arrivée là. Et donc, j'ai éprouvé le besoin un petit peu de me mettre au vert. Au vert, toi, Pierre, tu es au quotidien au vert, en tout cas disons, dans le vert de la nature, oui. des hauts plateaux d'Ardèche. Avec ma famille... Comment tu as vécu ce moment, toi? Je l'ai vécu comme vraiment... mes pauvres amis, vous n'êtes pas grand-chose. Voilà. Imaginons un virus, mais vraiment très mortel. Celui-là, on arrive encore à esquiver, etc. Mais rien ne nous dit qu'un jour, il n'y aura pas un virus, tout ce qui l'attrape en meurt. Donc c'est une leçon extraordinaire de notre vulnérabilité. Voilà. Évidemment, tout ça, on l'a construit nous-mêmes, parce que l'homme étant quelqu'un de trouillard, eh ben, il essaye quand même de se rassurer. Alors on est rentré dans l'ère de, je ne sais pas si on peut appeler ça pétrolitique, je ne sais pas. Pétrolitique avec le moteur, le truc à vapeur, etc., etc. Et ça a consisté à modifier la conception du temps et de l'espace. C'est-à-dire pendant des millénaires, on marchait avec ses pieds, ses jambes. Celui qui était un peu plus nanti avait un cheval, et puis ça s'arrêtait là. Voilà. Ensuite, on a créé le moteur à vapeur. Mais ça, c'est avec une espèce de vanité extraordinaire. Le moteur à explosion, la thermodynamique, etc., a permis de modifier complètement le rapport entre le temps et l'espace. Et aujourd'hui, on est dans un avion qui fait je ne sais combien de kilomètres, et on regarde, on va être en retard. Mais on a complètement perdu l'idée selon laquelle on est en train de se déplacer d'une façon totalement anormale depuis l'origine de l'humanité. Voilà. Et là, ce qui est embêtant, c'est que tout ça est construit par un homme qui s'est divinisé. Il s'est divinisé, j'ai même pas besoin de Dieu, je peux me démerder tout seul, bon, il n'y a pas de problème. Et il s'est tellement divinisé qu'il a cru qu'il avait la maîtrise de tout. Et c'est pour ça que le virus vient lui dire, écoute mon vieux, tu n'es pas grand-chose. Voilà. Est-ce que l'on vit, d'après vous, alors Edgar, tu as écrit « Changeons de voie, les leçons du coronavirus ». Toi-même, Pierre, pendant ce moment du confinement, de l'après-confinement, tu as cimenté ta propre voie, cette voie que tu as défrichée depuis 50 ans. Est-ce que ces deux voies nous apprennent-elles que nous vivons un moment de transformation de civilisation? Est-ce que nous sommes à ce carrefour-là de transformation civilisationnelle? Pierre? Moi? Non, moi je pense que l'humanité, ça fait longtemps qu'elle travaille à sa propre éradication par la transgression des lois de la vie. C'est pour ça qu'on dit que l'écologie et disons la problématique la plus grave aujourd'hui et la plus sérieuse et celle qui mérite le plus notre attention, c'est l'évolution de l'écologie elle-même. On ne peut pas détruire les sols à coups d'engrais, de pesticides, déjà, répandre partout des poisons, se goberger de nos mécaniques et de la destruction. On en est aujourd'hui, l'humanité, elle en est encore à se détruire. On parle du virus, mais l'être humain détruit plus l'être humain que le virus. Et si on faisait le bilan de ce que les êtres humains ont détruit comme être humain,
Prenons rien que la guerre de 14. Ben, le virus, il est battu depuis longtemps. Alors arrêtons d'amener les âmes et les consciences, les focaliser en les distrayant sur des événements, en oubliant que pendant que le virus fait ce qu'il peut pour détruire, en Syrie et ailleurs, on détruit encore mieux que le virus. Donc, ce qui me gêne, c'est cette manque, disons, de perception élevée sur, si on prend la problématique de la mort, eh ben, traitons de la problématique de la mort. Et voilà. Edgar, est-ce que c'est un moment, dans ton livre, tu parles d'une crise de la modernité? C'est le terme que tu emploies dans ton livre. Peux-tu nous développer un petit peu justement ce que tu entends par crise de la modernité? Bien. Tout d'abord, il faut dire que la modernité jaillit, disons, à partir du XVIe, XVIIe siècle dans le monde occidental, avec la désintégration d'un monde unifié par la théologie, avec l'expansion de la science, de la philosophie, du commerce, des voyages, la formation des nations, la domination des peuples colonisés. Enfin, la modernité, c'est un ensemble jaillant dans lequel il y a à la fois le pire et le meilleur, puisque dans cet essor merveilleux, il y a la traite des Noirs, l'esclavage et d'autres phénomènes, les guerres de religion, etc. Bon, la modernité est un processus historique heurté, mais qui crée un nouveau type de civilisation avec le développement techno-scientifique. Et pendant longtemps, on croit que la science, la technique, la démocratie, le progrès humain vont aller ensemble, toujours vers le meilleur. Et la modernité se fonde sur l'idée que les techniques, l'économie vont apporter du bien-être matériel qui lui-même va conduire à un meilleur être moral et psychologique. Or, c'est un peu, disons que d'abord, tout à fait ce processus historique qui a commencé avec des créations mais des destructions, a pris d'abord un aspect destructeur énorme, pas seulement avec la Première puis la Deuxième Guerre mondiale, mais l'apparition des armes nucléaires capables de détruire l'humanité. On a vu que la science et la technique, elles n'étaient pas maîtrisées par la conscience humaine, et que souvent la technique, au lieu de libérer les individus d'un travail énergétique, les asservissait, notamment de plus en plus, pas seulement dans le travail industriel, mais aujourd'hui dans tous les ensembles de l'économie. On a vu que le profit, qui était un des moteurs de modernité, est devenu quasi hégémonique, et avec sous la couverture du néolibéralisme, arrive à contrôler un peu tout, n'est-ce pas, et dominer tout, et où le rôle des États, dans le sens où ils étaient protecteurs dans les services publics, ont détruit les services publics pour renforcer l'État gendarme. On se rend compte que tout le confort matériel apporté par le bien-être ne s'apporte d'aucun meilleur être moral, d'aucune amélioration psychologique. La preuve, c'est que toute la jeunesse, dans les années 60 et autres, des familles riches aux États-Unis et ailleurs, cherchaient autre chose que ce bien-être matériel, cherchaient un besoin de communauté et de fraternité. Il se trouve que la modernité, en développant les bons côtés de l'individualisme, a développé aussi les pires aspects qui sont l'égoïsme, que cette modernité a détruit toutes les solidarités antérieures, la grande famille, solidarité de village, solidarité de travail, compartimentation des individus. Et il se trouve que cette modernité, après avoir dans les dernières époques apporté la menace nucléaire sur le monde, nous apporte la conscience de la menace sur la planète, sur la vie de la planète, la conscience écologique, laquelle elle-même
n'est pas seulement celle de la vie du monde vivant, mais la nôtre, puisque nous dépendons. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que plus nous nous croyons maîtres de la nature, plus nous en dépendons. C'est une idée que déjà Hegel avait exprimée dans sa relation maître-esclave, où plus l'esclave fait du travail pour le maître, plus le maître dépend de l'esclave. Et là, nous dépendons de la nature en croyant. Donc, nous avons cette conscience. Et la pandémie arrive pour nous montrer que la science que l'on croyait triomphante, il faut se rappeler qu'à la fin du siècle dernier, on pensait avoir éliminé les bactéries et les virus, que c'était fini, alors que eux, ils sont increvables, ils se reproduisent, ils se communiquent, ils se transmutent, etc. Et cette pandémie révèle la faiblesse de cet homme qui se croit triomphant parce qu'il envoie des missiles sur Mars, ou qu'il a des pouvoirs techniques les plus prodigieux, alors qu'il reste toujours infirme devant le chagrin, la maladie, la mort, et que le progrès technique matériel s'accompagne d'une régression intellectuelle et morale. La crise de la modernité, si tu veux, la dernière expression, elle avait commencé, mais la dernière expression, c'est la pandémie, la dernière connue de nous. Et c'est pour ça que ça nous oblige à penser à une autre civilisation, un tournant anthropologique et historique capital qui est très difficile à ouvrir. Alors, je me souviens, il y a très peu de temps, dans le cadre d'un livre que je publiais, Maintenant on fait quoi? Nous sommes de 20 entretiens, parmi eux un entretien avec Dominique Méda, l'économiste et philosophe, sociologue et philosophe, qui espère du moment que nous vivons qu'il soit un moment de rupture. Le sociologue Jean Viard également me dit « Cette pandémie peut être notre chance ». Et je me souviens, Pierre, dans notre livre « Je voudrais tant me tromper », tu me disais à propos des conditions pouvant accoucher de la vraie idée de la vie, comme tu l'as définie, tu disais la machine infernale est en train de s'effondrer sous nos yeux, elle est déjà à l'agonie, il est l'heure de préparer la suite. Nous sommes au moment où nous pouvons peut-être penser la suite. C'est finalement une opportunité ce que nous vivons aujourd'hui? Ce que a décrit merveilleusement Edgar ne concerne qu'une partie de l'humanité. Il y a les 4/5 de l'humanité qui crèvent de faim, qui n'ont pas ce qu'il faut. Un enfant, paraît-il, d'après les spécialistes, un enfant meurt de faim toutes les 7 minutes ou 7 secondes, etc., etc. Je veux dire, il faut quand même reprendre un peu l'histoire de l'Occident. Imaginez l'Europe sans colonisation, sans rien du tout. L'Europe serait probablement le continent le plus pauvre de la planète. Pas de pétrole, pas de rien. Donc, l'Europe a amené un certain génie, c'est-à-dire une certaine mode de pensée, une certaine inventivité qui s'est beaucoup reposée sur la thermodynamique, sur toutes ces... Mais sans les ressources extérieures. Que je sache, en Europe, il n'y a même pas de pétrole. Donc, si l'Europe a pu évoluer, c'est parce qu'elle a disposé de la planète tout entière pour les ressources qui lui étaient nécessaires pour qu'elle puisse évoluer. Alors, il y a eu, bien sûr, la colonisation. La colonisation, moi, j'attends que les Américains, par exemple, reconnaissent, comme beaucoup de gens leur disent, reconnaissez le génocide indien. Reconnaissez-le. Voilà. Ensuite, il y a eu l'esclavage. Des Noirs. L'esclave des Noirs, malheureusement, comme l'homme étant égal à lui-même, ce qui était vendu comme esclave, c'était le résultat des combats internes des Africains entre eux, qui faisaient des prisonniers et qui vendaient les prisonniers. Et on venait choisir des hommes, évidemment baraqués comme moi, parce qu'ils avaient une force de travail, etc. On les achetait comme du bétail, comme on achète un bœuf, où il fallait des gens costauds, et on achetait, les êtres humains achetaient donc les êtres humains pour leurs biens personnels, etc. Donc il faut faire attention, premièrement à l'effet de loupe, deuxièmement au fait de ne pas circonscrire l'histoire au seul Occident. Et ça ne veut pas dire que les autres peuples étaient vertueux. Il y avait des combats entre tribus, ils se faisaient beaucoup de mal. L'homme est égal à lui-même partout. Et je ne pense pas que les pyramides, ce soit monsieur le pharaon qui les a construits. L'esclavage a été partout, l'asservissement de l'être humain par l'être humain s'est généralisé
dans dans le comportement de l'humain à l'égard de l'humain. Aujourd'hui, on dit le virus, mais les humains détruisent plus que le virus. Et les guerres, les êtres humains ont beaucoup plus détruit les êtres humains que beaucoup de pandémies, que beaucoup de... Donc la grande question aujourd'hui, c'est de se poser, mais finalement, moi, à 82 ans, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'humain? Alors on va développer ça. Oui. La voie que tu poursuis, que tu dessines, Edgar, la voie que tu conduis toi-même, Pierre, on le voit bien, on le sait, à certains moments se juxtaposent, se superposent, elles se croisent, elles s'entrecroisent même. Parfois elles sont aussi différentes. D'abord, en quoi, selon vous, se distinguent-elles? Et surtout, ont-elles un même ennemi commun, qui serait le néolibéralisme, ce libéralisme sous l'écorce duquel nous cultivons notre cupidité, notre volonté d'asservir, notre volonté de nous rendre propriétaires et notre capacité à détruire. Est-ce que vous avez un même ennemi l'un et l'autre? Bon, avant de répondre à cette question, je poursuis un peu ce que disait Pierre, c'est-à-dire que la question que pose aujourd'hui Pablo Servigne, ce qu'on appelle les collapsologues, et c'est celle de grand effondrement général de toutes les civilisations, ce qui me semble peu probable, à moins d'imaginer une guerre nucléaire généralisée. Encore, il y aura des résidus humains, comme dans Mad Max. Mais non, je crois que nous allons vers une époque de régression qui a commencé déjà 20 ans avant la pandémie, avec partout dans le monde la crise des démocraties, avec partout dans le monde le déferlement de la puissance de l'argent et les inégalités, avec partout dans le monde des colères populaires impuissantes parce qu'elles ont été réprimées, qui expriment les besoins des peuples. Et ce phénomène de régression qui a commencé, on aurait pu penser que la prise de conscience de la pandémie, de changer le voie, serait assez forte, mais moi j'ai l'impression que les probabilités, pas la certitude que la régression puisse continuer. Et pas seulement ces régressions où il y a une destruction des libertés, des démocraties de plus en plus grande, mais aussi une régression où nous voyons les conflits s'aggraver et s'internationaliser. Il faut songer que après la pandémie, la Turquie a commencé à entrer en scène avec une volonté hégémonique en Méditerranée. Il faut penser qu'après la pandémie, se sont aggravées les relations entre la Chine et les États-Unis. Il faut penser qu'après la pandémie, il y a eu l'affaire de la Biélorussie et que les relations avec la Russie se sont aggravées. Il faut voir que les conflits de guerre dans le Moyen-Orient entre les pays arabo-sunnites contre l'Iran chiite avec le concours d'Israël et des États-Unis, enfin, il faut voir que c'est un monde convulsif qu'on nous donne, qui s'aggrave. Donc, moi je pense que nous risquons d'avoir de très grandes catastrophes multiples, des effondrements multiples, mais pas le grand effondrement. Je pense qu'on peut... Il y a eu quand même des époques de régression barbare. Il faut penser qu'après la chute de l'Empire romain, ce qu'on appelait le Moyen-Âge, c'est-à-dire la désintégration de toutes les grandes activités économiques, le repli sur la terre, ce qu'on appelait le servage, qui a remplacé l'esclavage, mais qui a obligé les paysans de rester, une économie uniquement continentale, fermée, et que ça a duré pendant des siècles, en attendant que s'ouvre la Méditerranée, que s'ouvre l'Atlantique, etc. Donc, nous savons qu'il y a des époques barbares dans l'histoire humaine, des belles époques. La Grèce merveilleuse du 5e siècle a été détruite. Mais Edgar, ce qui caractérise, ce qui singularise ce monde de convulsion que nous vivons aujourd'hui, on peut imaginer pour l'un et pour l'autre que le système néolibéral n'y est pas étranger. Il en constitue même un support. Je suis d'accord, mais à mon avis, il y a disons, ce qu'on appelle la domination effrénée du profit. Ben. Deuxièmement,
il y a d'autres formes de barbarie qui sont liées, mais qui ne sont pas nécessairement la même origine. Vous avez quand même, peut-être favorisé par la crise mondiale, le retour de la barbarie raciale, raciste, de la xénophobie, du mépris, de l'anti-islamisme, de l'antisémitisme, enfin, de toutes ces formes. Nous avons une barbarie propre à notre civilisation qui n'est pas seulement sur le profit, mais qui est sur le calcul. On a le calcul comme mode de connaissance pour tout connaître, la croissance, le PIB, n'importe quoi. Et par le calcul, on ne connaît jamais les sentiments humains, l'amour, l'amitié, la passion. Nous avons une barbarie interne à ce que nous croyons être le plus civilisé, c'est-à-dire la science économique et tout ce qui est calculateur. Donc, si vous voulez, bien entendu, il y a l'argent défréné, mais il y a une coalition de forces négatives qui actuellement déferle sur le monde. Et bien entendu, il y a partout des bouillonnements contre ça, des bouillonnements de solidarité, des bouillonnements de conscience dans tous les pays. Mais on est dispersé. Les fameuses oasis. Hein? Ce sont ça, les fameuses oasis en fait. Moi j'ai envie de prendre Pierre. Alors pourquoi on tombe dans cette accumulation qui finalement, ce qu'on appelle le capitalisme, enfin etc. et qu'on accumule comme si on allait garder tout ça, mais ça n'a aucun sens. Et tout ça parce qu'on a créé une civilisation où dès l'éducation des enfants, c'est la peur qui domine. Il faut surtout pas que tu échoues, mon fils. Il faut que tu sois le premier. Il faut que tu domines. Alors, ne parlons pas de la subordination des femmes. Les femmes sont la sous-espèce. J'y viendrai après, parce que c'est voilà. important. Donc tout ça, on gère une espèce d'angoisse que les anxiolytiques ne peuvent consommer en grande quantité, ne peuvent pas dissiper. Parce que la racine de cette angoisse, elle n'est pas simplement dans les faits, elle est au cœur même de l'âme humaine. Et tant que ça, ce n'est pas résolu l'art humain. Et moi, je reste christique. Christique, pourquoi? Parce que c'est le message fondamental. J'ai pas besoin ni d'église, ni de quoi que ce soit. C'est simplement le message pris dans sa pureté. Aimez-vous. Et bien, l'amour, c'est une énergie extraordinaire. Qu'est-ce qu'on attend pour appliquer l'amour? On n'a pas besoin d'expliquer ce que Jésus a dit, etc. Il a servi pour justifier les croisades. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? On va développer. Voilà. C'est un thème qui est très important. L'intelligence et l'amour. Oui. C'est la conclusion de ton livre d'ailleurs. Oui. Et je sais combien c'est important pour toi. Je rebondis, Edgar. Tu parlais de la barbarie que nous vivons aujourd'hui. Tu as, toi, connu très concrètement la pire des barbaries du XXe siècle, qui était la barbarie nazie, contre laquelle tu as combattu. Il ne s'agit pas de mesurer les barbaries, ça n'a aucun sens. Ceci étant, cette barbarie que nous vivons aujourd'hui, que tu éprouves toi-même, quand tu remontes en arrière, des décennies que tu as traversées et des différentes barbaries que tu as croisées, celle que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de singulier ? Je crois que, d'abord, elle est née de l'union, du retour des vieilles barbaries qui ont couvert l'histoire humaine et qui sont la volonté de puissance, qui sont le mépris, qui sont la destruction. Depuis qu'il y a des civilisations, il y a cette barbarie. Bon. Et la barbarie interne à notre civilisation, qui a une forme d'inhumanité fondée sur le calcul, sur le primat de l'argent, sur la compartimentation. Nous avons ces deux barbaries différentes, mais qui se trouvent unies. Par exemple, ce qui est intéressant dans le cas nazi, c'est la barbarie de la haine qui a conduit à Auschwitz, était en même temps liée à la barbarie industrielle qui consistait à récupérer les ossements, les cheveux et les choses des morts pour en faire des produits. Donc, moi je pense qu'il y a ce qui a pris des dimensions devenues conscientes, c'est cette barbarie que nous exerçons à l'égard de la vie, de la nature,
dont nous étions très peu conscients avant disons les années 1972 et encore. Oui. On est une minorité à être conscient. Il y a, donc, il y a la barbarie de l'hyperspécialisation, ou même qui joue dans la médecine, où on découpe le corps en différents fragments au lieu de voir le lien entre les parties et le tout. Il y a la barbarie de la pensée, d'une pensée réductrice unilatérale, qui conduit à des erreurs épouvantables, et ce type de barbarie domine aussi. Donc il y a une conjonction de barbarie, et contre laquelle nous sommes dispersés, nous essayons de résister. Il nous faudrait changer tout le système d'éducation, mais on n'y arriverons pas. Donc voilà le challenge. Mais là-dessus, je ne suis pas désespéré, parce que dans mon expérience dont tu parles, j'ai vu l'impossible ou le hautement improbable se réaliser, puisque en décembre 1941, alors que l'Allemagne nazie avait envahi pratiquement toute la Russie d'Europe, était arrivée aux portes de Moscou, où il n'a été arrêté que par des pluies diluviennes et un hiver précoce. Il se trouve qu'à ce moment-là, ce que j'ai appris plus tard, Staline a été avisé par son agent au Japon, Sorg, que le Japon n'attaquerait pas la Sibérie. Du coup, le général Yukov a pu secrètement transporter toute l'armée d'Extrême-Orient sur le front de Moscou, bien chauffée avec des kalachnikovs, des chars, etc. Et au début décembre 1941, déclencher la première contre-offensive, la première défaite nazie, la première victoire sur le nazisme, qui a sauvé Moscou et fait reculer l'armée nazie de 200 km. Mais le lendemain de cette offensive, le Japon attaque Pearl Harbor et toute l'Amérique bascule dans la guerre. En 3 jours, ce qui semblait hautement improbable, parce que ce qui semblait c'était la domination durable pendant des dizaines d'années du nazisme sur l'Europe, commence à devenir beaucoup moins probable, et le contraire du cas. Et moi j'ai vu ça, d'ailleurs, Pierre vient de citer Gorbatchev, quel événement improbable que le secrétaire général du Parti communiste soit l'opérateur de... Bon, on peut citer le pape François, quel événement miraculeux improbable que ce soit par lui qu'il y ait un retour aux vérités évangéliques contre toute une tradition fermée de l'Église. Dis-moi, alors là, il y aura l'improbable peut arriver, et nous misons là-dessus. L'improbable, il arrive par la résistance. Tu es un résistant. Toute ta vie est une vie de résistant. Tu as commencé en 1936 en réaction à la guerre d'Espagne. Et tes combats, tes engagements, tes travaux sont aussi des travaux, des manifestations de résistance. Toi-même, Pierre, quel type de résistant es-tu? D'abord, te considères-tu comme un résistant? Oui, c'est en sorte un résistant dans le sens où je n'adhère absolument pas à l'ordre qui est établi aujourd'hui dans la société. Je n'adhère pas du tout à ça. Donc il y a la nécessité d'abord, et là on ne sait pas comment ça va tourner, c'est-à-dire la nature. La nature, pendant que nous prenons des décisions, nous faisons ceci ou cela, il y a quand même une évolution négative par rapport à la nature qui est due au fait que nous avons exagéré dans l'impact que nous avons appliqué à la vie elle-même, en oubliant que nous sommes les éléments de cette vie. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on joue notre va-tout. C'est soit la sagesse, c'est-à-dire la réconciliation avec les lois fondamentales qui ont fait que nous sommes vivants, soit nous continuons à transgresser ces lois, et évidemment, il y a eu des tas d'espèces qui ont disparu, et je ne vois pas pourquoi l'humanité ne disparaîtrait pas aussi comme espèce. Vous voyez, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu faire une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous êtes de l'eau, donc vous êtes vous-même de l'eau. C'est pas, il n'y a pas l'eau et moi, c'est je suis de l'eau, je suis tout cela. C'est un raisonnement holistique, entier en fait. Nous sommes indivisibles. Oui, on est complètement intégrés à cet ordre-là. Moi, j'aurais souhaité que l'être humain
ça soit celui qui introduit l'admiration, et la beauté et l'admiration, c'est-à-dire esthétiser, en quelque sorte, donner de l'esthétique à ces miracles que représente la vie. Bien sûr, on le fait d'une façon fragmentaire, mais on ne le fait pas d'une façon générale, et l'éducation des enfants, plutôt que de simplement leur apprendre ce qui est pratique, on peut aussi leur apprendre à admirer. Et si nous apprenons à admirer, eh bien nous ajoutons en nous-mêmes quelque chose qui est extraordinaire, qui est, une fois j'ai raconté cette histoire, j'étais en train de travailler avec un ami pour couper du bois. Il venait m'aider, j'allais l'aider. Et puis arrive la sérénité du coucher de soleil. Bon, on regarde, on a vu on a quand même pas mal travaillé, on a bien mérité, il n'y avait pas de tronçonneuse, il n'y avait rien du tout. Et alors il y a un coucher de soleil, mais splendide, sur lequel se découpait un arbre effeuillé, puisque c'était l'hiver. Donc ça faisait une dentelle extraordinaire sur ce paysage. J'étais là, quelle récompense à la fin de la journée. J'étais en train d'admirer donc cet arbre, et je prends mon ami pour lui faire partager cette joie, ce que je ressentais. Je lui dis, regarde, il me dit, il y a au moins 10 terres. D'accord. Tout est résumé. Ça parle suffisamment pour dire. Et pourtant, c'était un malentendu, parce que lui-même était bon. Et ce que nous perdons le plus, c'est la capacité d'admirer. C'est marrant, je vous écoute l'un et l'autre. Edgar, tu as travaillé depuis des décennies, tu as mis en lumière les trésors de la complexité. Pierre, quand tu parles avec une extraordinaire simplicité. Et l'un et l'autre ne s'opposent pas, bien au contraire, ils se marient. J'ai l'impression que pour comprendre le moment que nous vivons et ce que nous devons composer demain, il faut à la fois être dans la complexité et dans la simplicité. Est-ce que je me trompe? Bien sûr, mais pour revenir un peu à ce que disait Pierre, il y a une chose qui me semble extrêmement importante. Ce sont ces états d'amour, de fraternité, de communion, d'admiration, d'esthétique, ces états qui nous mettent dans un état qui n'est pas l'état prosaïque, banal, que des choses qu'on est obligé de faire sans intérêt, avec ennui, mais qui nous transporte, qui nous transfigure, et que c'est là où nous nous sentons pleinement humains, réaliser ce que nous aspirons. Et donc c'est pour moi que ce que j'appelle l'état poétique n'est pas simplement de plaisir d'écouter des poésies ou de les lire, c'est vivre poétiquement comme déjà le prévoyaient les surréalistes, c'est d'être capable de ressentir ces émotions si belles devant un coucher de soleil, devant un morceau de musique que nous admirons, devant un visage féminin, devant un beau match de football, et surtout dans les relations humaines où il y a un minimum de communion qui se passe. Donc c'est ça le sel de la vie, le sel de l'existence. Alors en ce qui concerne la complexité, elle est dans les choses, le problème est de la connaître, mais ce qu'il y a, c'est que les résultats d'un processus complexe peut être très simples. Prenons par exemple un baiser. Bon, pour qu'arrive le baiser, il faut penser qu'il y a eu toute une évolution, d'abord qui a commencé avec les mammifères, qui ont voulu exprimer leur tendresse en se léchant. Le léchage, d'ailleurs on le trouve, aussi bien chez les tigres que chez les chats, que chez les chiens. Bon. Mais quand les humains sont arrivés à la station debout, ils ont pu à ce moment-là avoir la relation face à face d'amour, ne serait-ce pas seulement la copulation, mais le visage se trouvait érotisé. Et à ce moment-là, la bouche, les bouches se sont attirées et ont donné le baiser. Alors c'est une chose très simple, le baiser. Ça veut dire je t'aime ou tu me plais. Mais
qu'est-ce qu'il a fallu comme évolution complexe pour passer des mammifères à travers les primates, l'hominisation, etc. Donc, si tu veux, la simplicité n'est pas le contraire de la complexité. La complexité, elle est dans le fait que les choses sont liées entre elles et que la pensée complexe veut essayer de rétablir le lien naturel entre les choses. Elle ne cherche pas à compliquer. Donc, voilà. Et dans le fond, c'est une chose qui devrait être enseignée partout, mais qui peut être dite toujours d'une façon claire et cohérente. La complexité, c'est pas la confusion, hein, c'est quelque chose qui est le défi que nous donne le monde. Et l'être humain, il est complexe. Pourquoi? Parce que il a deux polarités. Il a l'homo sapiens, la raison, mais il a aussi l'autre qui est le délire, la folie. Déjà, dans la moindre crise de colère, nous sommes complètement fous. Et le bris, le délire de la démesure, c'est celui qui saisit toute notre civilisation démesurée et qui se possède certains individus. L'homme est polarisé comme ça. Il est polarisé entre l'homo faber, le technicien, et l'homme des mythes, des croyances, des religions. Et donc c'est pour ça que on ne peut pas fixer l'homme comme une chose stable, parce il est versatile, il peut passer. Regarde, les mêmes gens, les mêmes assemblées du Front populaire en 1936, c'est elle qui a voté les pleins pouvoirs à Vichy. C'est pas qu'ils sont devenus brusquement méchants, mais ils sont pris dans des conditions telles qu'ils se sont transformés, ils ont eu la panique, ils l'ont fait. Donc, si tu veux, les êtres humains, il faut penser que ils peuvent, les mêmes qui ont été communistes, ont été nazistes, les mêmes qui ont été staliniens sont devenus libéraux. Je veux dire que nous sommes des êtres versatiles et changeants, et il faut penser à ça, à l'humanité. C'est ça aussi la complexité. L'homme n'est pas quelque chose de fixe qui reste toujours pareil. Or, malheureusement, notre époque est à une simplification de tout et une compartimentation de tout qui interdit la transdisciplinarité et cette manière justement très holistique de voir les choses. Pour conclure, j'aimerais que vous vous adressiez directement aux spectateurs qui vous écoutent et puis aux lecteurs qui vous liront, parce que de cette rencontre va naître un livre. S'il y a des raisons de croire et d'espérer, mais plus que des raisons, à vos yeux, ce que doivent être les conditions de croire et d'espérer, quelles sont ces conditions et quelles sont ces raisons que vous pouvez partager avec les spectateurs? Pierre. Je laisse lire, comme ça je copierai. Je ne sais pas quoi dire. Je vous dis ça parce qu'on a besoin d'espérance, vous le savez. Oui. Hein, pour construire, il faut espérer. Oui. Sans avenir, sans perspective d'avenir, on ne peut pas espérer. Et on ne peut pas consacrer sa vie à lutter contre, il faut lutter pour. La première raison tient même à l'incertitude de l'aventure humaine, que ce soit celle de la personne, que celle de toute l'humanité. Donc nous ne pouvons pas être sûrs du pire. Le pire n'est jamais sûr, comme on le dit. Bien entendu, le meilleur n'est pas sûr non plus du tout. Mais le fait de nous insérer dans cette lutte qu'on peut symboliser par la lutte entre Eros, c'est-à-dire les forces d'union, de convivialité, d'entente, d'amour, de fraternité, et les forces de désintégration, de haine, de mépris, de destruction, le fait qu'on puisse s'insérer parmi tous ceux qui sont dans ce parti d'Eros est quelque chose de tonique qui fait du bien. Moi, je me souviens que quand j'étais dans la résistance sous l'occupation, où les conditions extérieures étaient terribles, étaient en plus très menaçantes, je me sentais bien dans ma peau parce que je sentais que je faisais ce que je croyais être bien. Je pense que espérer, c'est aussi quelque chose qui consiste à participer à ce que l'on pense être bien. Ça, c'est une. La deuxième raison, c'est que
je pense que nous avons un besoin incoercible de pouvoir penser pas seulement notre lendemain, nos enfants, notre progéniture, etc. Et que nous devons tout faire pour essayer de leur éviter le pire et de leur préparer le meilleur. Donc là-dessus, vous savez, je pense que l'espoir... Je vais vous donner une image. Il y a une pièce de théâtre d'un auteur hongrois du 19e siècle romantique qui s'appelle La tragédie de l'homme. Là, ça commence au paradis. Tout commence très bien entre Adam et Ève, et puis, pauvre, la catastrophe, ils sont chassés. Alors, les différents tableaux sont historiques. On voit Cléopâtre et Antoine qui sont heureux dans les bras l'un de l'autre, et puis finalement, ça se termine très mal. Et on voit tous les épisodes de l'histoire qui commencent parfaitement, merveilleusement bien, qui se terminent mal. Et puis le dernier épisode, c'est le soleil s'est refroidi, la terre est recouverte de glace, il ne reste plus qu'un couple d'Esquimaux qui sont dans un état lamentable. Et puis la femme, qui est enceinte, elle accouche. Aussitôt, le couple sourit et l'espoir revient. Parce que l'enfant est là. Or, moi je dis que l'espoir, c'est de vivre de ces moments où on a l'impression que quelque chose de beau se fait. On ne vit pas, moi je sais parmi les grands moments de ma vie, c'est la libération de Paris, ce sont des moments de fraternisation, c'est des moments d'amour. On vit pour ces moments. On ne vit pas pour la certitude qu'on a un avenir meilleur. Alors, et ne serait-ce que, si vous voulez, dans la fraternisation de ceux qui sont pris ce parti d'Eros de façon différente, lui, il l'a pris à sa façon, moi je l'ai pris à ma façon. Le fait qu'on se sente ensemble, c'est quelque chose de tonique. Donc, si vous voulez, nous refoulons le désespoir. Nous avons la volonté de continuer ce combat de vivre. Et c'est là où moi, je mets l'espoir. Merci Elia. Et toi, Pierre? Moi, mon espoir serait que l'humanité devienne intelligente. Parce qu'en fait, nous avons des aptitudes extraordinaires, mais nous n'avons pas d'intelligence. C'est ça le problème. Et pour construire une bombe atomique, il faut des connaissances incroyables. Mais ce n'est pas intelligent de construire une bombe atomique. Le problème aujourd'hui de l'humanité, c'est que l'intelligence n'est pas là. Et on a confondu nos aptitudes qui sont considérables dans le monde physique, dans tout ce qu'on voudra. Mais l'intention, c'est-à-dire l'intention qui guide ces miracles, ou qui suscite ces miracles, est négative. Quand on voit les budgets destinés au meurtre par rapport au budget destiné à la vie, nous, écologistes, on essaye de gratter quelques centimes pour pouvoir faire des choses, alors que si l'humanité était éveillée aujourd'hui, il y aurait d'abord une convivialité planétaire, parce que nous sommes de la même espèce, que nous sommes dans le même sort, que partout il y a de la souffrance, et que le temps est venu de créer cette convivialité planétaire et prendre soin de cette merveilleuse planète qui nous héberge, que nous sommes en train de détruire. Donc c'est ce retournement-là que je souhaite de tout cœur, et il pourrait advenir très vite. Il suffirait par exemple un décret international pour dire il faut maintenant que les enfants soient éduqués à l'écologie, à la vie, etc., plutôt qu'à leur apprendre simplement des choses pour pouvoir survivre, pour le miracle. Alors je milite beaucoup pour ça, en fait, et voilà. En fait, et vous écoutez, c'est la conclusion, tu parles de cette pièce de théâtre, de cet enfant qui est la vie, tu parles de l'enfant qu'il faut éduquer, que tous les enfants doivent être éduqués vers la vie, c'est ce qui finalement fait notre conclusion. Merci infiniment Edgar et Pierre. Merci à vous. Merci à vous.